Est-ce que vous êtes pour ou contre la tenue, Monsieur le ministre, d'un dialogue national? Nous sommes pour la tenue d'un dialogue national. Il faut être fou pour ne pas envisager. Donc ça veut dire que lui était fou hier quand il n'a pas voulu aller au dialogue. J'ai été avec la mère Médé autour d'une même table en mars 2012 quand le NDI nous a réunis avec tous les ambassadeurs ici pour aller au dialogue. Pourquoi ils n'ont pas voulu le dialogue à cette époque? Donc il était fou à cette époque-là. Il y a beaucoup de fous en RDC alors. La solution d'un problème aussi important, non, la majorité de la population est pour le dialogue national. Essayez de faire une tournée, une sorte de sondage, vous verrez que la majorité de l'opinion estime qu'il y a des questions qui doivent être débattues en dialogue. Il n'a jamais gagné une élection au Congo. Je parle des stratégies saugrenues, maléfiques pour déstabiliser ces pays. Le Kabila n'a jamais été élu. M. Kabila, en 2006, devant Jean-Pierre Bemba, il a échoué, mais on l'a proclamé vainqueur. M. Kabila, en 2011, par rapport à Etienne Tshisekedi, il n'a pas été élu, on l'a proclamé vainqueur et tout le monde sait comment ça s'est passé. Si le peuple n'avait pas confiance en ce pouvoir, nous ne serions plus là. Ah bon? Oui. C'est qu'il est là par défi. Il est là par défi, mais nous voulons que M. Kabila respecte la Constitution, et lui et ses amis. M. Kabila, en longueur de journée, ne fait que violer la Constitution. Il ne faut pas dramatiser les reports. Nous avons toujours eu des situations de report dans ce pays. On en a connu avec les assemblées provinciales. Vous savez, les assemblées provinciales que nous avons mises en place en 2006 sont encore là. Il a fallu reporter, faute de moyens législatifs, de moyens financiers pour organiser des scrutins. Des reports, on en a connu au Sénat, qui est la chambre haute du Parlement. La Constitution est mise en place depuis 2006. Depuis février 2006, l'opposition, à lui tout seul. Nous sommes plusieurs leaders de l'opposition. Peut-être trop. C'est ça un peu le problème. Non, mais vous savez pourquoi trop? Mais c'est créé de toutes pièces. Je ne pense pas que les scrutins électoraux sont organisés pour un groupe de gens qu'on appelle les opposants. Vous leur donnez bien trop d'importance. Le scrutin, c'est pour le peuple. Si le peuple estime qu'on peut reporter pour les députés provinciaux, qu'on peut reporter pour le Sénat, qu'on peut reporter pour toute autre institution, je ne vois pas quel groupe d'individus au sein du peuple a le pouvoir de s'imposer au-dessus de la volonté du peuple. Il est venu au Congo pour effectivement rendre ces pays ingouvernables, invivables, votre président est un grand stratège, alors s'il arrive à désarticuler totalement l'opposition. Des cas de force majeure, nous ne pouvons pas les présumer. Je pense qu'elle saura saisir éventuellement les autorités compétentes, qui sont en l'espèce les juges de la Cour constitutionnelle, pour prendre une décision. Mais jusque-là, je ne pense pas qu'il y ait des raisons de penser que ce cas arriverait, mais on ne sait jamais. Même des raisons financières? Les raisons financières ne sont pas à invoquer. Le gouvernement est prêt à assumer toutes ses responsabilités. Vous avez vu, en 2011, nous avons dû puiser sur la caisse, le trésor public pour financer nos élections. Nous nous sommes retrouvés bien seuls parce que la communauté internationale, après moult promesses, nous avait lâchés. Mais l'État congolais s'est assumé et a pris en charge les 95% des 450 millions qu'il fallait. Nous sommes prêts à faire le même effort pour ce cycle électoral. À Kinshasa, par exemple, dès qu'on évoque ces scrutins, ce que les personnes qu'on a pu rencontrer répondent, c'est qu'il y a des reports qui se préparent, que le pouvoir n'a pas forcément intérêt à ce que ces élections de 2015 et 2016, surtout, voient le jour. Alors, lisez la plaquette suivante, s'il vous plaît, on en discutera. Tout pouvoir est une conspiration permanente. Alors, c'est une citation d'Honoré de Balzac. Je ne sais pas de qui elle est. Balzac. Je pense que Balzac n'était pas loin de la vérité. Je pense que c'est une conspiration, mais ici, le pouvoir démocratique est une conspiration entre ceux qui l'exercent et ceux qui lui ont permis d'y arriver. Je pense que c'est ça la démocratie. Je pense que le peuple a confié des pouvoirs à des gens dans lesquels il a confiance. Et cette conspiration-là, si c'est cela qu'on peut appeler une conspiration, est une bonne conspiration. Est-ce que vous pensez que le peuple a toujours confiance? Le peuple a toujours confiance en ce pouvoir? Si le peuple n'avait pas confiance en ce pouvoir, nous ne serions plus là. Ah bon? Oui. Vous pensez? Nous ne serions plus là. Ils nous auraient chassés.
par la voie des urnes. Certains ont dit, certains l'ont soulevé, même au sein de l'opposition, qu'on attendait la voie des urnes, mais parlent aujourd'hui... il faut attendre alors la voie des urnes. Mais justement, on parle de voie des urnes, mais disent aussi que, vu le schéma qui se dessine, des reports sont envisagés, reports visant à maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir pendant encore quelques années. Il ne faut pas dramatiser les reports. Nous avons toujours eu des situations de report dans ce pays. On en a connu avec les assemblées provinciales. Vous savez, les assemblées provinciales que nous avons mises en place en 2006 sont encore là. Il a fallu reporter, faute de moyens législatifs, de moyens financiers pour organiser les scrutins. Des reports, on en a connu au Sénat, qui est la chambre haute du Parlement. Ce n'est pas la fin du monde. Dès le moment où c'est prévu dans la Constitution, madame, il n'y a pas matière à dramatisation. Vous êtes en train un peu de minimiser l'impact de ce report qui pourrait justement déclencher la colère de ces opposants qui n'attendent que cela pour manifester leur mécontentement. Je ne pense pas que les scrutins électoraux sont organisés pour un groupe de gens qu'on appelle les opposants. Vous leur donnez bien trop d'importance. Le scrutin, c'est pour le peuple. Si le peuple estime qu'on peut reporter pour les députés provinciaux, qu'on peut reporter pour le Sénat, qu'on peut reporter pour toute autre institution, je ne vois pas quel groupe d'individus au sein du peuple a le pouvoir de s'imposer au-dessus de la volonté du peuple qui a prévu ce type de report dans la Constitution. Le peuple aura son mot à dire? Mais le peuple a son mot à dire puisque c'est le peuple qui a écrit, qui a voté la Constitution. Donc le peuple a déjà décidé à ce moment-là que ces choses-là sont possibles sans qu'il faille pour autant casser la baraque. Vous pouvez nous dire si, par exemple, le président compte prendre sa retraite réellement en 2016? Le président de la République a toujours dit qu'il respecterait la Constitution. La Constitution ne prévoit pas plus de 2 mandats. Je ne sais pas ce qui permet à certains, en dehors du discours électoraliste, des gens qui veulent affaiblir sa famille politique, de prétendre qu'il même au sein de la population, même au sein de la population, on l'entend. Je ne pense pas. Dans la population, il y a aussi des gens qui sont de l'opposition, tout comme il y a des gens qui sont de la majorité. Donc pour vous, il n'y aura pas ce qu'on appelle un glissement électoral? Tout dépend de la commission électorale, madame. Ce n'est pas la population qui organise les élections. Le glissement ne viendra que d'une initiative de la commission électorale qui va demander pour cela la permission du juge, c'est-à-dire de la Cour constitutionnelle. Tout cela est prévu. Il ne faut pas croire que c'est ici des gens de l'opposition qui règlent ces questions-là. Ces questions sont bien codifiées. Il y a des structures qui prennent ces décisions. Elles n'ont pas encore été interrogées puisque le cas n'est pas encore advenu. Attendons que la situation arrive et ne préjugeons pas. Tout le reste n'est que discours de campagne électorale anticipé. Et il faudrait que ces institutions, comme vous dites, soient impartiales. C'est le cas? Je n'ai pas entendu qu'il y ait remise en cause de l'impartialité ni de la Commission électorale nationale indépendante, ni de la Cour constitutionnelle. Vous n'avez jamais entendu? Non, sincèrement. Tout en restant dans le même sujet, est-ce que vous êtes pour ou contre la tenue, monsieur le ministre, d'un dialogue national? Nous sommes pour la tenue d'un dialogue national. Il faut être fou pour ne pas envisager... Donc il y a beaucoup de fous en RDC alors? La solution d'un problème aussi important, non. La majorité de la population est pour le dialogue national. Essayez de faire une tournée, une sorte de sondage. Vous verrez que la majorité de l'opinion estime qu'il y a des questions qui doivent être débattues en dialogue, notamment des questions qui ne peuvent pas figurer dans une constitution. Le comportement de l'homme politique, l'acceptation du résultat électoral, le non-recours à la violence lorsqu'on a perdu une élection. Toutes ces questions qui nécessitent que nous puissions changer notre comportement politique. Ce sont des questions qu'il faut parler, donc il faut parler au cours d'un dialogue et il faut vraiment être fou pour accepter que nous répétions ce que nous avons vu en 2007 ici après une élection, ce que nous avons vu pendant les élections en 2011, les violences. Je ne connais pas une frange de la population qui accepte qu'il y ait des violences et il n'y a qu'à travers le dialogue que nous pouvons prendre de bonnes résolutions d'éviter des recours à la violence chaque fois que quelqu'un est mécontent. Est-ce que les autorités sont prêtes à céder aux attentes de l'opposition avant d'arriver à ce dialogue? Encore faut-il que ces conditions nous soient connues. Nous avons vu des personnes de l'opposition qui refusaient même de participer à des consultations sur le dialogue, au cours desquelles elles auraient pu faire valoir les conditions pour que le dialogue soit correct. Alors, si on ne peut même pas se consulter au sujet du dialogue pour parler notamment de ces conditions, vous comprenez qu'on cherche autre chose. Mais ceux qui y ont participé... la solution d'un problème de société comme ce que nous allons chercher à travers ce dialogue. Ceux qui ont participé, par exemple, à ces concertations, qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir? Ils ont pu obtenir que la Constitution soit respectée. Je pense qu'il n'y a jamais eu de notre part la moindre tentative de pouvoir utiliser le dialogue contre la Constitution. Donc, nous sommes sur la même longueur d'onde.
Je pense que c'est essentiellement cela, que les institutions soient respectées, ce que l'opposition ne respecte pas, puisqu'elle a toujours tendance à considérer que les institutions actuelles n'ont aucune valeur, et donc là, ils ne sont pas en phase avec l'opinion majoritaire de ceux qui avaient été consultés. L'opinion majoritaire. On va terminer avec la question de Joker, Monsieur le Ministre, avant de conclure cette interview. Il nous a été rapporté que vous étiez de moins en moins proche du peuple, que vous preniez effectivement fait et cause, et c'est votre rôle, hein, vous êtes porte-parole du gouvernement pour les autorités, mais que vous vous éloignez de la population, des réelles préoccupations des Congolais. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Ça dépend de votre source. Je pense que ce n'est pas une source crédible. Je pense que ce sont des gens de l'opposition. C'est un discours d'opposition. Parce que si nous n'étions pas proches du peuple, le peuple ne nous aurait pas renouvelé sa confiance en 2011. Nous sommes allés avec tout le monde aux élections et nous avons été élus. Moi comme député, le président Kabila comme président de la République. Je pense que cela ne fait pas plaisir à tout le monde et donc ils essayent de ramener tout cela à je ne sais quelle manœuvre. Mais là, il s'agissait de Congolais lambda, hein, vraiment interrogés dans la rue. Le Congolais lambda peut être de l'opposition, tout comme il peut être de la majorité. Ça dépend sur qui vous êtes tombé. Je n'ai pas, moi, des chiffres d'un sondage que vous auriez mené scientifiquement. Je sais que nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires dans ce pays aujourd'hui. Vous êtes majoritaire, votre parti est majoritaire. Et je suis tout à fait à l'aise à la cité. Moi, je vis à la cité. Je vis dans la population. Je suis un fils de paysan. Je vais à ma ferme tous les dimanches. Je suis avec les paysans. Nous partageons le peu que nous avons. Et donc, cela ne correspond pas à la réalité que je vis. À ce que vous vivez? Non. Donc, vous êtes proche du peuple? Absolument. Je suis lumumbiste et donc, par définition, proche du peuple. Merci à vous, Monsieur le Ministre Lambert Mende. On rappelle que vous êtes ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. C'est moi. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24 en République démocratique du Congo. À bientôt. Interview d'Africa 24 qui reçoit le député et opposant Martin Fayoulou. Vous êtes d'ailleurs, Monsieur Fayoulou, président du parti d'opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Nous allons parler de la vie politique de votre pays, en tout cas le constat que vous en faites à travers des questions. Je vous prie de découvrir la première qui est posée sur cette table, que vous allez devoir lire à voix haute, s'il vous plaît. La première question, quel constat faites-vous de la vie politique et économique de la RDC? Le constat est un constat amer, malheureux, c'est un échec. La vie politique au Congo, nous avons voulu entrer de plein pied dans la démocratie comme toutes les autres nations du monde et depuis le 24 avril 1990. Le constat aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la dictature de M. Kabila. Dictature, c'est un président qui a été élu, il est reconnu à l'échelle internationale. Je peux vous le dire, madame, M. Kabila n'a jamais été élu. M. Kabila, en 2006, devant Jean-Pierre Bemba, il a échoué, mais on l'a proclamé vainqueur. M. Kabila, en 2011, par rapport à Etienne Tshisekedi, il n'a pas été élu, on l'a proclamé vainqueur et tout le monde sait comment ça s'est passé. Mais ça c'est la rengaine de l'opposition, mais le fait est qu'il est le président de la République. Le fait est qu'il est là par défi. Il est là par défi, mais nous voulons que M. Kabila respecte la Constitution et lui et ses amis. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place une constitution qui voulait mettre aussi en place les institutions démocratiques. Mais nous n'avons pas des institutions démocratiques. M. Kabila, en longueur de journée, ne fait que violer la Constitution. Aujourd'hui. Mais comment viole-t-il la Constitution? Quand on parle de politique ou d'économie et qu'on fait une rétrospective, la RDC en 2000 et la RDC en 2015 n'est plus la même. La RDC en 2000 et la RDC en 2015, en 2000, il y a des gens qui mangeaient. Il y a des gens qui arrivaient à payer les frais de scolarité pour leurs enfants. Il y a des gens qui se soignaient mieux qu'aujourd'hui. En 2015, il y avait des rébellions aussi, des milices. La situation était quand même critique. Tout à fait. Vous ne reconnaissez pas qu'il y ait eu des avancées? Pourtant même les organisations internationales le reconnaissent. Rébellions et milices amenées par le Rwanda et Laurent Désiré Kabila avec M. Kabila. Donc c'est eux
eux qui ont amené la rébellion. Ce ne sont pas les Congolais. La rébellion n'est pas le fait des Congolais. La rébellion est le fait des amis de M. Kabila. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est ce que vous dites sans preuve. Mais sans preuve, la preuve. Béni, qu'est-ce qui se passe à Béni aujourd'hui? Des tueries. Sans preuve, comment est-ce que le général Mamadou Ndala a été tué? Comment? Où sont les enquêtes? Ok? Sans preuve, comment est-ce que Floribert Chebeya a été tué? Comment? Est-ce que nous avons des tueries de type Floribert Chebeya avant Kabila? Est-ce que nous avions des empoisonnements au Congo avant Kabila? Est-ce que le Congo était désarticulé comme il est aujourd'hui avant Kabila? Est-ce qu'on peut reprocher tout au président de la République? Est-ce que tous les maux, tous les malheurs de ce pays sont dus uniquement au fait du président de la République? Le pays, vous dites, madame, c'est très clair et très simple. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la situation du Congo ne va pas? Est-ce que vous pouvez sortir de but en blanc et dire, maintenant on fait le démantèlement territorial? Vous pouvez le faire sans préparation aucune. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? La préparation est en cours, là, actuellement. Ce n'est pas la préparation. La Constitution est mise en place depuis 2006, depuis février 2006. On a dit qu'il fallait aller aux 26 provinces. Il y a une programmation qui doit se faire. Aucune programmation. Mais ça a été fait, non? Non. Ça n'a pas été fait. Jamais. Ça n'a jamais été fait. Mais s'il n'était pas question de découpage à l'heure actuelle, vous lui auriez reproché de ne pas avoir mis en place ce découpage. Donc, quoi qu'il fasse, il est condamné d'avance. Ce n'est pas ça. Voici le problème. Le problème est le suivant. Toute chose doit commencer par les élections crédibles. Est-ce que depuis le 9 décembre 2011, date de la proclamation des résultats des élections chaotiques, est-ce que nous avons fait quelque chose pour montrer à la face du monde que nous voulons demain avoir des élections transparentes? Déjà, il y a eu des concertations. Il y a eu des concertations. Bien sûr, vous parlez de concertations. Mais qu'est-ce que les concertations ont donné? Plus de 700 résolutions. Et eux-mêmes, les gens qui ont été dans ces concertations disent que même pas 10% de ces résolutions ont été implémentées. Est-ce que ça ne prend pas du temps à être mis en place? Mais non. Non. Mais écoutez, nous avons besoin, madame, c'est ce que je suis en train de vous dire, parce que sur le plan politique, le respect de la Constitution. La Constitution dit ceci: il faut que les élections se passent régulièrement. Tous les 5 ans, nous devons avoir l'élection du président de la République. Et l'article 73 de la Constitution dit clairement que les scrutins présidentiels est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat. Donc, à chaque fois, chaque 5 ans, nous devons avoir les élections. Au lieu de préparer les élections, M. Kabila et ses amis sont en train de faire autre chose. Oui, ben ça, c'est ce que vous dites. Et justement, ça va rejoindre la seconde plaquette, s'il vous plaît. Vous allez comprendre. Dites-vous oui ou non au dialogue national? Parce que le dialogue national fait partie de ce processus justement qui vise à préparer ces élections. Alors est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Vous dites oui ou vous dites non? Mais je vais répondre tout directement non. Mais je reviens, vous avez parlé des concertations. Quand nous demandions, nous, à l'époque, le dialogue, quand nous avons d'abord même soumis les termes de référence de dialogue, à l'époque, M. Kabila a dit non, il n'est nullement question de dialogue. Et vous le lui avez reproché, mais aujourd'hui qu'il dit oui au dialogue, vous le lui reprochez encore. Dites-moi, le dialogue, pourquoi faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons dit, on n'a pas besoin de dialogue. Pourquoi? Nous avons besoin d'aller aux élections, il faut préparer les élections. Les questions que M. Kabila met sur la table, budget pour les élections, enrôlement des électeurs, sécurisation des élections, ce ne sont pas des sujets qui méritent un dialogue avec lui. Le dialogue de M. Kabila, c'est comme il a fait aux concertations, allez là-bas, il va vous surcharger avec des gens qu'il va amener, et puis après, vous n'aurez pas de résultats concrets. Exactement comme aux concertations. Vous n'êtes jamais satisfait? Comment on peut être satisfait avec quelqu'un qui vous dribble, qui veut vous dribbler tout le temps? Nous disons, M. Kabila, c'est le problème au Congo. Mais soyez meilleur joueur alors. Nous sommes meilleurs joueurs, c'est pour cela, nous disons, nous avons posé des préalables. Nos problèmes à nous sont très simples. Nous devons discuter des élections. Et pour discuter des élections, le cadre est là, propice, qui c'est un cadre légal.
c'est la CENI. La CENI, nous allons dire à la CENI, parlons d'enrôlement des électeurs, de tous les électeurs. Mais donc faites-nous pendant le dialogue. Non, je reviens. Parlons d'enrôlement des électeurs. 2, parlons du calendrier consensuel. Pour faire les élections, il faut un calendrier consensuel. Et 3, parlons de la neutralité de la CENI. Ok? Donc vous dites non pour l'instant au dialogue. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, dit qu'il faut être fou pour ne pas aller au dialogue. Mais lui, donc, ça veut dire que lui était fou hier quand il n'a pas voulu aller au dialogue. J'ai été avec Lambert Mende autour d'une même table en mars 2012, quand le NDI nous a réunis avec tous les ambassadeurs ici pour aller au dialogue. Pourquoi ils n'ont pas voulu le dialogue à cette époque? Donc il était fou à cette époque-là. La politique évolue. Hein? Mais là, nous aussi, nous avons évolué. Ah bon? Nous avons évolué dans le bon sens. Parce que M. Kabila, voici son jeu, il va aller aux élections locales. Quand il va avoir 23 000 élus locaux, avec les 26 provinces, ces chantres-là vont venir, ils vont dire non, la démocratie, les élections coûtent plus cher que le développement et nos provinces ne sont pas équipées, il n'y a pas d'infrastructure. Laissez M. Kabila tranquille. Vous êtes devin, M. Fayoulou? Quand j'avais dit certaines choses qui se passent aujourd'hui, les gens ne m'avaient pas cru. Mais il n'y a pas à être devin pour prévoir les choses. Il faut être politicien. Il faut simplement voir ce qui va venir dans la stratégie politique. C'est tout. Alors on va terminer avec la question joker qui va conclure cette émission. Monsieur Fayoulou, pensez-vous pouvoir réellement incarner l'opposition? Vous semblez être de la frange de l'opposition radicale, mais avez-vous les moyens de votre politique? Très bonne question. Personne ne peut dire qu'il incarne, je vais dire, l'opposition à lui tout seul. Nous sommes plusieurs leaders de l'opposition. Trop, oui, peut-être. C'est ça un peu le problème. Non, mais vous savez pourquoi trop? Mais c'est créé de toutes pièces. Il y a beaucoup de gens, des leaders, des partis qui sont créés. Quand nous avons enregistré les partis SID, nous étions le 220e ou 23e. Ok? Et après nous, ça fait 7 ans, après nous, il y a 400, au total maintenant, plus de 470 partis politiques. Pourquoi on les crée? Mais ces partis-là, ce sont les partis... C'est le président de la République, encore une fois. Ah ben, mais vous ne le savez pas? Vous ne savez pas que c'est M. Kabila qui a multiplié les partis pour les élections de 2011, vu le mode de scrutin, le mode proportionnel, des partis qui s'appellent AAAA, PPPP, qui sont membres de l'AMP? Vous ne le savez pas, madame, mais c'est ça. Vous parlez de chaos, de désorganisation, mais l'opposition également... Kabila est venu au Congo pour, effectivement, rendre ces pays ingouvernables, invivables, Votre président est un grand stratège, alors s'il arrive à désarticuler totalement l'opposition. Non, à désarticuler les pays. Vous savez, je vais vous recommander un livre, La République démocratique du Congo au bord de l'implosion et de la balkanisation. Vous savez, il y a des complices internes qui sont tapis dans les institutions. Et il y a certes des pions naïfs, des gens qui ne comprennent pas. Ce qui se passe ici, ça saute aux yeux. C'est que vous vous heurtez de façon perpétuelle à un mur. Et à force de vous cogner, est-ce que vous ne risquez pas de tomber? Non, on ne peut pas tomber. Pourquoi? Parce que le peuple vaincra. Le peuple est vainqueur. Nulle part. Comme a dit Bébé Doc, avec les Tonton Makout et les autres, les Ceausescu, et y compris les Mobutu, n'ont pas vaincu leur peuple. Et le peuple... Alliez-vous à Vital Kamerhe, alliez-vous à Etienne Tshisekedi, ne formez qu'un seul parti. Mais nous sommes ensemble, vous savez. Que en théorie, mais dans les faits... nous sommes ensemble dans l'opposition. Nous sommes dans la dynamique. Lorsque les élections approchent, on voit très bien les divisions s'ouvrir. Je vous comprends, je suis totalement d'accord avec vous, mais tout ça c'est quoi? Tout ça, c'est il y a des gens qui passent derrière. C'est le président Kabila, encore une fois. Madame, je ne parle pas de M. Kabila, parce que pour moi, il n'a jamais gagné une élection au Congo. Je parle des stratégies saugrenues, maléfiques pour déstabiliser ces pays. Effectivement, il y a des gens qui se laissent aller. Il y a des gens qui se laissent corrompre. Oui, qui corrompt? Qui corrompt? Mais qui corrompt, puisque... Mais c'est quelqu'un, c'est lui qui a la caisse de l'État. C'est lui qui a les trésors publics. Il y a la corruption ici qui bat son plein. L'Assemblée nationale, c'est un lieu par excellence de corruption. Allez voir l'Assemblée nationale. Comment l'argent de l'État sort tous les jours sans contrôle aucun. Vous pouvez comprendre cela? Les députés sont achetés. Est-ce que vous vous laissez acheter? Je ne me laisse pas. Je ne me laisserai jamais acheter.
Okay. Poussez vos collègues qui, selon vous, sont achetés à ne plus l'être. Le peuple va le faire. Le peuple va le faire, il va aller voir chaque député. Le peuple va le faire. Non, le peuple va arrêter cette affaire. C'est pour cela, nous disons aujourd'hui, nous sommes en campagne, nous allons aller en campagne pour sensibiliser la population sur l'enrôlement de tous les électeurs et arrêter M. Kabila dans son schéma maléfique contre les Congos. Merci à vous, Martin Fayoulou, d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.